Dear. Valide. People. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle conférence Dear Valid People. La première conférence qui se déroule ici dans ce nouveau lieu qu'est le Carrousel. Je suis Damien Farjou, président de l'association, et ce soir on se retrouve pour une conférence pour parler de péridance. Avant de présenter les invités qui ont bien accepté de nous rejoindre pour parler de ce sujet, je tiens à prévenir que cette conférence est enregistrée, que c'est pour ça que nous parlons dans des micros. Et si jamais vous avez des questions, un très bel homme pourra vous servir le micro. Et on vous demandera de bien parler dedans, histoire que vos questions soient bien enregistrées. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? Donc nous allons pouvoir commencer cette conférence, accueillir nos invités du jour, qui sont Catel Robert et Alice Lafitte. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va, un peu stressée. Non, ça va bien se passer. Je suis sûre que ça va bien se passer. Oui, on est des... Non, c'est bien. Tout va bien. Très bien. Il n'y a qu'une stressée sur deux, ça va. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nous et pour les auditoristes, pour les gens présents ici, et nous dire quel est votre rapport avec la péridance? Je m'appelle Catel Robert. Moi, j'ai 51 ans. Je suis en situation de handicap et j'ai 5 enfants. Chacun d'entre eux est aussi en situation de handicap. Donc, mon rapport à la péridance, enfin, on y reviendra, mais moi, j'appelle plus ça de la pérémulation. Donc, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. A commencé assez tôt parce que mon premier métier, c'est infirmière en centre de rééducation fonctionnelle. Et voilà, déjà, j'ai vu qu'il y avait des choses qui se passaient entre les patients et auxquelles je n'avais pas accès au niveau de l'acquisition de certaines compétences entre pairs. Mais ça date de, ça fait 20-25 ans que j'ai commencé ma carrière d'infirmière. Donc, je ne savais pas que ça s'appelait de la péridance. Voilà. Et puis par la suite, en tant que maman d'enfants handicapés, j'ai pu... trouver de l'entraide, enfin être aidée et moi aider d'autres familles, d'autres parents d'enfants porteurs de handicap. Donc, moi je mets ça dans le champ de la péridance aussi. Et puis par la suite, ça fait 6 ans que je suis en situation moi-même de handicap et là je m'y suis un peu plus intéressée. D'abord pour moi-même, et puis ensuite en passant à un diplôme universitaire de personnes expertes en situation de handicap. C'est très pompeux, mais en fait, ça veut juste... j'expliquerai ce que ça veut dire. Et voilà, et aujourd'hui, en fait, je le pratique, mais en bénévolat. J'ai un autre métier à côté, et c'est pareil, je pense qu'on y reviendra. Et donc moi, c'est Alice Lafitte. Et du coup, moi, je suis père aidante en santé mentale. C'est à la fois mon métier et ma principale activité associative. Donc, je suis concernée par un trouble psychique depuis 2016. Donc, ça fait 8 ans. Et j'ai découvert la père aidance en 2020. En étant dans mon parcours de rétablissement, on va dire. J'ai découvert ce principe de péridance qui m'a beaucoup intéressée et dans lequel j'ai voulu en faire ma voie. Et depuis octobre 2022, j'ai été embauchée au CHU de Montpellier
en tant que médiatrice de santé père, qui est le terme un peu pompeux aussi pour dire père aidant professionnel. Et donc j'ai fait une formation de médiatrice de santé père, la licence professionnelle, qui existe à Paris et à Bordeaux. Donc moi j'ai fait à Bordeaux. C'était une sorte d'alternance. Donc j'allais une semaine par mois à Bordeaux et le reste du temps j'étais en poste dans le centre de rétablissement où je travaille toujours. Et voilà. Et donc à côté de ça, je suis aussi coprésidente d'une association de père aidance qui s'appelle PAM, pour Père Aidance Montpellier. Voilà. Merci. Est-ce que, Catel, on peut préciser que ton domaine, c'est plutôt le handicap moteur et que tu es toi-même en situation de handicap moteur? Ok. Non. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. On est très content d'avoir deux représentantes, entre guillemets, de plusieurs familles de handicap, histoire de les mettre en comparaison, de voir les différences entre les deux. Et on va voir que dans le cas de la pérédance, il y en a quelques-unes de ces différences. Et justement, on va engager le gros du sujet. C'est quoi la pérédance? Parce qu'on entend parler, on entend souvent le mot, c'est un peu un mot à la mode, entre guillemets. Mais au final, ça veut dire quoi? Et donc, on pourra s'engager aussi sur le sujet de pourquoi c'est pas le meilleur des termes à utiliser. Je vais y aller. Pour moi, la pérédance, donc, c'est le principe de l'entraide ou du soutien mutuel entre personnes concernées par le même type de problématique, en l'occurrence en santé mentale par un trouble psychique, qui n'est pas forcément exactement le même trouble psychique, mais ça implique un parcours avec la psychiatrie, un parcours avec son trouble, et du coup des points communs dans le parcours, un peu de manière forcée pour qu'ils rentrent dans le système psychiatrique, avec donc un vécu avec des différences et des similitudes, mais du coup des choses à pouvoir échanger, des partages de connaissances, partager en fait ce vécu qui fait beaucoup de sens quand on le... C'est un peu compliqué de le définir exactement, en quoi c'est utile et en quoi c'est efficace la pérédance, mais toujours est-il que de manière très concrète, on voit que ça apporte plein de choses. Je prends la suite là. Alors moi j'ai tendance à parler plutôt de pérémulation. Je vais utiliser la métaphore que j'utilise habituellement. La pérémulation, c'est comme quand vous faites une mayonnaise, vous prenez un œuf, de l'huile, et quand vous secouez tout ça, y a une émulsion et on fait de la mayonnaise. C'est-à-dire que deux personnes individuellement, vous pouvez secouer l'œuf d'un côté et l'huile de l'autre, il ne va rien se passer. Par contre, deux personnes ensemble vont parvenir à trouver des solutions plus pertinentes, on arrive à quelque chose de plus grand. Alors je ne l'ai pas dit non plus, mais moi je suis présidente d'une asso qui s'appelle FAST, French Adaptive Surfer Tank, parce que je suis parasurfeuse. Et dans cette association, on n'est que des personnes concernées, c'est-à-dire que des personnes en situation de handicap moteur qui surfent. Et on arrive à auto-compenser nos handicaps pour faire des compétitions internationales, c'est-à-dire prendre nos planches de surf. On est donc tous handicap moteur, je veux dire des personnes avec amputation, paralysie cérébrale, paraplégie, tétraplégie, enfin voilà. Donc a priori la mobilité est complexe, mais on arrive à prendre l'avion seul, à louer une voiture et à partir faire nos compétitions. Moi, toute seule, je ne peux pas partir en compétition. Je peux pas faire ça, quoi. Et la majorité des personnes de l'association ne peuvent pas non plus. Donc c'est vraiment l'idée de faire quelque chose ensemble et d'aboutir à des solutions pertinentes et innovantes aussi. Si je ne dis pas de bêtises, la pérédance, ce terme de pérédance sous-entend aussi qu'il y aurait une hiérarchie. Un père aidant et un père aidé, c'est aussi quelque chose que tu souhaites éviter, si j'ai bien compris. Oui, merci Damien.
C'est vrai que dans le mot père aidance, c'est ça, il y a l'aidant et l'aidé. Et pour moi, on est à la fois... il y a des moments où on est aidant et il y a des moments où on est aidé. On a tous des compétences, quel que soit notre handicap. On a tous une compétence qu'une autre personne n'a pas et qu'on peut partager. Voilà, on est tous compétents dans quelque chose. Donc, Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que même si j'ai fait de la pérédance mon métier, que j'ai fait un an d'études donc de licence pour me professionnaliser là-dedans, je l'expérimente tous les jours, que ce soit dans mon travail ou dans l'association, que l'aide, elle est mutuelle. Et pour moi, il y a en effet, le terme de pérédance pourrait signifier qu'il y a un aidant et un aidé, mais pour moi, c'est vraiment de l'entraide, de la paire-entraidance. Merci. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion sur ce terme. On ne sait pas réellement encore ce que c'est, et pourtant on entend souvent parler. Il y a beaucoup de formations sur le sujet, mais avant toute chose, j'ai l'impression qu'on fait la confusion entre témoignage et péridance. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Peut-être chacun dans votre domaine, est-ce que c'est différent ou pas? Oui, c'est différent. C'est vrai que si la pérédance se résumait à du simple témoignage, ce serait vraiment perdre l'essence de l'intérêt de ce soutien mutuel. On n'est pas juste un exemple à mettre devant des personnes qui ont encore du chemin à parcourir. C'est pas du tout ça. C'est que dans un parcours, moi j'ai parlé pour la santé psychique, dans un parcours de personnes concernées par un trouble, le parcours est forcément extrêmement complexe. On peut à un moment donné se dire à peu près rétabli ou en cours de rétablissement, mais en fait j'ai complètement oublié la question de base, je suis désolée. La question de base, c'était est-ce qu'on ne faisait pas un petit peu trop confusion entre témoignage et pérédance? Voilà, et donc si on venait juste témoigner de son parcours, on perdrait beaucoup. L'idée, c'est donc d'être ni un porte-drapeau, ni un exemple, mais vraiment d'être dans un échange qui... Et également, ce qui est intéressant dans la pérédance, dans ce qu'elle a de professionnalisé, parce qu'il y a la pérédance professionnelle et la pérédance bénévole, on pourra en parler aussi. En tout cas, dans le côté professionnel, ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que ça vient mettre un peu à l'envers les schémas habituels de la psychiatrie, où il y a le soignant et le soigné. Et là, c'est balancer dans une équipe de soignants une personne soignée qui devient soignante, et qui du coup, cette espèce de frontière... complètement idiote, parce qu'on est tous concernés par la santé mentale, qu'on soit soignant ou officiellement concerné par la psychiatrie. Cette frontière, elle est quand même bien tangible en psychiatrie, et du coup de venir la mettre à terre, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, mais voilà, ça va bien au-delà du simple témoignage en effet. Et alors dans le champ du handicap moteur, on a une autre problématique. On a aussi des pères aidants autoproclamés qui en fait sont des témoins. Et aujourd'hui, moi j'ai deux exemples, deux grands centres de rééducation fonctionnelle en France qui veulent monter des cellules de pères aidants et qui vont voir leurs patients estampillés résilients. Parce que forcément, comme ils sont résilients, enfin selon les critères évidemment valides, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui psychologiquement vont bien, s'ils ont trouvé un métier, si en plus ils font du sport, ils sont formidables. Et donc ces gens-là sont des exemples, et forcément ils vont être des pères aidants formidables, toujours bénévoles, évidemment, on ne va pas les rémunérer pour ça. Mais voilà où on en est aujourd'hui, en tout cas dans les centres de rééducation fonctionnelle. Et c'est assez valorisant. Donc, ces patients de centres de rééducation fonctionnelle sont... parce que là, je fais exprès de ne pas utiliser le terme usager du centre de rééducation, parce que là, ils sont vraiment... ils ont ce statut de patient. Le fait d'être valorisé, en fait, ça leur convient bien aussi. Et là, ils vont témoigner de eux, de leur vie, de leur parcours de vie,
Alors qu'un père aidant, un père émulateur, on peut l'appeler comme on veut. De toute façon, je pense qu'avec Alice, on a, voilà, ça veut dire la même chose pour nous, concrètement. Il faut avoir un certain recul pour accompagner le parcours de vie d'une autre personne avec son environnement spécifique, qui soit humain, qui soit technique. Ça peut être sa mobilité, ça peut être ses envies aussi, ses besoins, ça peut être aussi... pour moi, un père aidant doit à la fois avoir du recul et doit être vraiment au courant de tous les décrets qui sortent aussi concernant le champ du handicap qui le concerne, enfin qui nous concerne. Enfin, moi, je ne me vois pas accompagner quelqu'un qui n'a pas de handicap moteur. C'est pas mon champ de compétences. Et pour pouvoir vraiment l'accompagner correctement. Moi, en fait, on vient vers moi sur des questions de monter un dossier MDPH pour avoir une subvention. On vient vers moi sur comment tu fais pour accompagner tes enfants à l'école. Et puis, alors moi, j'ai une anecdote. Comment moi, la première fois, j'ai bénéficié de père aidance. Et c'est sur la question de la vie affective et sexuelle, en fait. Parce que j'avais pas mes réponses avec des professionnels de santé, et j'ai été voir mes pairs, et j'ai dit, mais comment tu gères, du coup tu dis pas ce qui peut se passer, et voilà, et j'ai eu une réponse concrète, et j'ai eu des réponses concrètes et différentes, et moi, ça m'a permis d'avancer aussi sur cette problématique-là. Donc c'est pareil, je me suis perdue. mais en tout cas, voilà, c'est pas un témoignage de vie, bien sûr. C'est surtout pas ça, en fait. Voilà, un père aidant, c'est pas un témoin de sa propre vie. Ce que tu disais, Alice, toi, du côté du handicap mental, il y a une forme de professionnalisation avec l'émergence de ce nouveau métier, médiatrice santé père. J'ai l'impression que dans le domaine du handicap moteur, on est un peu plus en retard, entre guillemets, et notamment sur la notion aussi de reconnaissance de compétences, où en fait, malgré le fait qu'on parle de péridance dans le cas du handicap moteur, bien on va être vu comme une personne handicapée et pas comme une personne compétente pour parler handicap moteur avec des personnes ayant handicap moteur. Alice, toi, du coup, tu as passé ta licence, et c'est une licence spécifique Ouais, c'est une licence spécifique, en gros, père aidance en santé mentale. Ouais. Parce que justement, dans le domaine du handicap moteur, donc on a beaucoup de diplômes universitaires. Donc c'est vrai que c'est pas, ça sanctionne pas un niveau d'études. C'est un diplôme universitaire. Donc les voies d'accès sont différentes. Et c'est un diplôme qui est censé professionnaliser la péridance, mais en réalité, on nous demande d'intervenir bénévolement. Voilà, on n'est jamais rémunéré pour justement ce qu'on peut apporter à un projet. Et ça, c'est assez... justement, c'est ce que je disais dans les centres de rééducation fonctionnelle. Ils veulent qu'il y ait des pères aidants, mais que ce soit leurs anciens patients qui fassent le job sans formation. Comme si d'être passé dans leur centre de rééducation, institution, suffisait à montrer patte blanche et à être compétent. Alors moi, j'ai fait un DU à Bichat, donc personne experte en situation de handicap. Et l'année suivante, j'ai été parmi 3 personnes sollicitées pour construire des cours et donner des cours sur ce DU. Mais je devais le faire bénévolement. C'est-à-dire que j'ai passé un DU pour me professionnaliser. Et au final, les personnes qui organisent ce DU me demandent d'intervenir bénévolement. Voilà où on en est. Alors que dans le même temps, tu nous racontais qu'il rémunérait une personne valide dans ce même cadre.
C'est ça. Quand il faut intervenir des personnes valides qui viennent, qui font partie de grosses structures institutionnelles, eux sont rémunérés pour leur intervention. Donc, pour parler d'un handicap, il vaut mieux être valide, finalement. Alors moi, je suis pas non plus... voilà, on peut être... moi, j'étais maman valide et je suis toujours maman d'enfants porteurs de handicap. Donc, je pense que j'ai quand même cette expertise du handicap du fait de mon expérience avec mes propres enfants. Donc, voilà... il y a des personnes valides, il y a aussi des professionnels qui ont évidemment des choses à apporter. Pareil, nouvel exemple concret, moi je ne sais pas quel véhicule, je dois changer de véhicule. Donc je vais m'informer auprès de mes pairs, mais je vais aussi aller voir des équipementiers parce que je ne sais pas ce qui vient de sortir et puis peut-être que j'aurai des informations que je n'aurais pas eues avec mes pairs. Donc voilà, les deux peuvent avoir des compétences, mais on n'a pas les mêmes. C'est tout. Et justement, pour parler un peu plus de la formation, donc toi de ton côté, Alice, tu as fait une licence. Comment toi tu vois le poids de cette licence dans les milieux de santé? Est-ce que pour toi ça a permis derrière de vraiment t'ouvrir des portes? Oui, tout à fait. Il existe aussi des diplômes universitaires de père aidance en santé mentale. Et c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas forcément la même reconnaissance, c'est-à-dire que passer une licence donne le niveau licence et du coup simplifie pour les administrations, pour les employeurs, de savoir dans quelle case nous mettre, à quel grade, comment nous rémunérer. Cette licence, elle existe depuis assez peu de temps, hein. Elle s'est développée à partir, je crois, de 2018 ou 2019. D'abord que sur Paris, donc une promotion d'une vingtaine de personnes par an, donc c'était pas non plus énorme. Et depuis donc l'année dernière, donc là s'ouvre la deuxième année à Bordeaux. Donc ça se développe en santé mentale et c'est une très bonne chose, mais ça reste encore vraiment à la marge. Ça, il faut en avoir conscience. Mais c'est vrai que quand même, et en plus cette licence qui est une licence professionnelle et qui est quand même assez bien agencée dans le sens où pour accéder à la licence, il faut déjà avoir trouvé un poste, en fait un employeur qui, lui, se voit rémunérer, enfin se voit financer la première année d'embauche de cette personne. Et nous, on a tout financé, c'est-à-dire qu'on a à la fois notre salaire, à la fois le transport et le logement financés pour aller, en l'occurrence, à Bordeaux. Et même la nourriture sur place, enfin vraiment tout est pris en charge. Donc c'est assez bien fait pour que de cet aspect-là financier ce soit accessible. Et ensuite l'employeur normalement, je dis bien normalement, s'engage à continuer enfin sauf en cas vraiment de problème, mais en tout cas s'engage à continuer à embaucher la personne après l'année financée par l'ARS. Donc toi, pour le coup, de ce que j'ai compris, l'entreprise a honoré les termes du contrat. Ouais. Après, je suis toujours en CDD, sachant que j'étais embauchée en octobre 2022 et qu'on est en octobre 2024. Donc là, j'en suis à mon quatrième ou cinquième, parce que parfois, ils me l'ont renouvelé pour 2 mois, ce qui est très agréable. Mais c'est le CHU, voilà. Et c'est l'administration, les voies de l'administration sont complexes. En tout cas, mon poste, pour l'instant, n'est pas remis en question. Pour l'instant. En tout cas, l'emploi des CDD abusifs est un peu partout, malheureusement. Donc, en effet, ça avance. Il y a un métier qui est là et en même temps, on sent qu'on est encore balbutiant parce que tu nous disais que tu as dû créer ta fiche de poste. Ouais, mais ça, c'est à la fois, ça peut paraître un peu choquant, à la fois, dans mon sens, c'était plutôt une bonne chose. Un centre de la Colombière, de l'unité unité de psychiatrie à Montpellier, qui n'avait jamais travaillé avec un médiateur de santé père, une maîtresse de santé père, inventent et créent eux-mêmes une fiche de poste avec, je ne sais pas sur quoi ils auraient pu se baser, ils auraient pu aller regarder les autres pères aidants employés ailleurs,
Mais en fait, comme c'est un métier très nouveau et qui dépend en termes de missions concrètes beaucoup du lieu où on travaille, du lieu d'exercice, de la manière de fonctionner du service, c'était assez intéressant que finalement je passe un certain temps en observation d'abord, et puis qu'après, petit à petit, au fil de l'eau, les missions se précisent. Et ouais, ça s'est co-construit. Mais c'était plutôt, selon moi, une bonne chose, plutôt qu'on m'impose des missions sorties de nulle part. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est juste qu'en effet, ça montre qu'on est quand même encore au début. Mais ça permet en effet de faire de la co-construction pour un meilleur avenir du métier. Et toi, de ton côté, Catel, est-ce que tu as déjà imaginé à quoi pourrait ressembler un père aidant dans le handicap moteur, mais professionnel, pas bénévole? J'en connais pas. Je connais des personnes qui ont fait ce DU et qui se sont mis à leur compte, par contre, dans des domaines très spécifiques. Alors, je ne saurais pas dire si ça fonctionne très bien ou pas, il faudrait leur demander. Par contre, je voudrais revenir sur cette histoire de formation, parce que la formation, que ce soit un DU, une licence, ou comme tu dis en fait, Alice, ça a été assez facilité au niveau de toutes les conditions de la formation, au niveau financier. C'est vrai, moi je me rappelle, quand on est en situation de handicap moteur, c'est un peu compliqué. Aller faire ses études à Paris, c'est prendre le train, prendre ensuite un transport pour aller dans un hôtel, et puis du coup c'est soit venir avec un aidant qu'on rémunère, soit on trouve une infirmière sur place pour faire les soins du matin, du soir. C'est vraiment, d'une part c'est vraiment très compliqué, et moi j'ai terminé, j'étais épuisée, mais j'ai remis ça, et puis du coup j'ai continué dans ce domaine-là, et puis voilà, j'ai continué mes études après, mais ouais, c'est vraiment, vraiment difficile. Et puis est-ce qu'un bon père aidant, c'est un père aidant qui a un bac +2, +3 ou +5? Voilà, c'est comment on facilite l'accès à la formation pour des personnes qui sont légitimes, mais qui n'ont pas forcément passé leur bac, ou qui ont des difficultés telles que ils ont des contraintes qui font qu'ils ont besoin d'être aidés tout le temps. Ça peut être d'excellents pères aidants, mais le diplôme ne leur est pas accessible. Ouais, et ça c'est la même chose pour le coup. C'est vraiment ça le gros problème avec ce système de DU ou de licence. C'est encore pire pour la licence, parce qu'un DU on peut y accéder avec le bac. La licence, étant donné qu'on passe en un an, c'est comme si on faisait une licence 3, donc on est censé avoir le niveau bac +2. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'on peut être excellent père aidant et pas avoir pu accéder à des études, ou en santé mentale, on sait que les troubles psychiques se déclarent souvent autour de la vingtaine, donc c'est exactement en plein dans la construction et les années de début d'études pour ces personnes, et du coup des parcours très souvent chaotiques, et du coup des grosses difficultés, et ça je le vois très bien. Moi j'ai la chance que j'avais fini mes études quand mon trouble s'est déclaré, mais je vois l'association, et parmi mes pairs donc, qu'il y en a beaucoup qui galèrent et qui souhaiteraient faire de la pérédance mais qui n'ont pas le bac, et du coup qui se posent voilà, je pense à une personne à 27 ans qui se pose la question de passer le bac, de faire le DAEU, voilà, en candidat libre, pour après demander une validation des acquis de l'expérience pour avoir le niveau bac +2, et après pouvoir accéder à la licence. Donc c'est vraiment le parcours du combattant, quoi. On a une question dans l'assistance. Merci. Je me demandais si des fois vous vous êtes dit que c'était trop compliqué de devoir gérer des problématiques, ou pas problématiques d'ailleurs, mais que finalement vous avez dû à gérer avant. Est-ce que en fait d'être reconfronté quotidiennement dans le cadre du travail à des personnes qui ont un handicap similaire au vôtre et qui donc sont passées par des mêmes par des réflexions, par une approche du handicap qui n'est pas celle que vous avez aujourd'hui, est-ce que parfois vous êtes retrouvé dans des situations, ou en tout cas des moments où vous vous êtes dit là c'est trop, quoi? Oui. Après, oui, dans une certaine mesure. Surtout au début, en fait, dans mes premières
expériences. Je me rappelle très concrètement pour donner un exemple, un des premiers, je crois que ça faisait même pas un mois que j'avais commencé. Je pars pour un accompagnement pour une personne avec une collègue et en fait il s'avère que cette personne était en train de décompenser, c'est-à-dire qu'elle était en crise de paranoïa, en crise psychotique, elle m'a demandé si j'étais une sorcière, elle m'a demandé, voilà, elle était... Et en fait je me suis tellement vue, ça m'a profondément bouleversée, et puis en plus de sentir cette incapacité, de ne pas savoir quoi faire. Je me suis vue à la place de mes proches à l'époque où moi j'étais dans cet état-là. Et du coup, en fait, je suis rentrée au travail, j'ai dit à ma collègue, oui, ça va. Je suis repartie à vélo et sur mon vélo, j'ai fait une crise d'angoisse. Là, je me suis dit, non, en fait, ça va pas. Mais cette situation, voilà, je l'ai acceptée et j'accepte que ça puisse me réarriver, même si maintenant, ça fait 2 ans que je travaille et que je commence à être peut-être même malheureusement rodée. Mais oui, enfin non, de toute façon, je serai jamais complètement rodée. On se retrouve toujours face à des reflets, à des choses qui nous touchent, à des situations qui sont extrêmement complexes. Et c'est un choix que de continuer dans ce métier-là et d'avoir choisi ce métier-là qui est pas évident, mais voilà. Alors moi, de mon côté, je suis une ancienne infirmière. Et c'est vrai que je pense que ça a beaucoup joué. C'est-à-dire que les premières années d'exercice, j'ai été dévastée à de nombreuses reprises parce que je n'arrivais pas à prendre du recul sur la situation. Et puis parce que j'ai accompagné des enfants jusqu'à la mort, des adultes aussi. Enfin, c'était vraiment difficile. Et aujourd'hui, non, j'ai ce recul-là. J'accompagne une personne, j'essaye d'être efficace pour cette personne-là, mais voilà, oui, évidemment, ça peut me toucher, mais je vais pas en rêver la nuit, quoi. Alors que ça m'arrivait au départ. Donc, je pense que voilà, cette expérience, cette première expérience professionnelle fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour moi au niveau de la pérédance. Par contre, le fait de l'exercer de façon bénévole, moi, on peut m'appeler à 22h le dimanche, on peut m'appeler pendant les vacances scolaires, on peut m'appeler tout le temps. Et là, par contre, à un moment, j'ai eu des soucis de santé importants et j'ai dit stop. Et j'ai dû mettre même des posts sur les réseaux sociaux pour expliquer que je ne pouvais plus, que c'était pas possible, que moi aussi j'étais en situation de handicap et que mes enfants aussi étaient en situation de handicap et que voilà, j'avais déjà ça à gérer et donc je ne pouvais pas répondre. Mais comme jusqu'à présent j'étais toujours présente, j'ai eu des réactions assez perturbantes ou agressives, violentes. Voilà, on me disait comme ça on prend la grosse tête, ou alors ah oui je sais que tu as mis un post, tu t'es fatiguée, mais nous c'est différent comme on se connaît. Voilà, je pense que les gens ont l'impression qu'on est potes parce qu'on s'est rencontrés 1 ou 2 fois et du coup voilà, j'ai beau dire que là j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Il reste très intrusif. C'est le souci du bénévolat, je pense. On ne peut pas s'arrêter. On ne travaille pas avec des horaires de bureau, quoi. Et ça, on en sait quelque chose à dire, Baby People. Merci. Moi, j'aimerais revenir sur un petit détail de tout à l'heure. Donc, depuis le début de la conférence, on entend que vous êtes toutes les deux concernées. Qu'être concerné est une variable qui devrait être prise en compte, qui amène de nouvelles compétences par rapport à des personnes valides. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être l'effet inverse. Au contraire, on va nous regarder avec des gros yeux et qu'on va nous dénigrer. Tu nous as expliqué une situation justement où tu étais en stage et lors d'une réunion, tu étais la seule personne en fauteuil roulant qu'on regardait et qu'on disait pourquoi t'as emmené ta patiente.
Oui, dans le cadre de mon diplôme universitaire, j'ai fait, entre autres, un stage à la CRAMIF. Alors la CRAMIF, c'est ce qui gère l'invalidité en Île-de-France. Voilà, donc c'est 1200 personnes dans le bâtiment, c'est un truc un peu énorme. Et ils ont un service d'ergothérapie et par ce biais, donc voilà, j'ai fait un stage là. À la fois pour rencontrer du coup des usagers qui venaient demander des renseignements, mais aussi voir comment ça fonctionnait. Alors en vérité, j'ai choisi ce stage parce que je voulais comprendre pourquoi ça fonctionnait aussi mal au niveau administratif. Et je pense que j'ai quelques réponses. Et donc à ce moment-là, il y avait des réunions parce qu'il y avait des consultants qui étaient là, qui faisaient participer les professionnels qui travaillaient à la CRAMIF avec je ne sais plus comment on appelle ça, enfin des exercices, on trouvait des solutions en groupe, voilà. Et donc quand j'arrivais, donc j'avais mon maître de stage donc qui travaillait là, et ça chuchotait et on lui demandait mais hein, qu'est-ce que tu fais t'as encore dépassé les bornes, mais là c'est trop quoi. Enfin t'emmènes pas des patients en réunion, c'est quoi cette histoire quoi. Il n'avait pas imaginé que je pouvais être autre chose, que j'avais d'autres fonctions que d'être la patiente en fait. Voilà, alors que j'étais stagiaire et qu'il y avait d'autres stagiaires, mais qui étaient valides, et là, ça ne posait pas question. Je trouve cette situation folle et bien trop récurrente et qu'elle se passe aussi dans des milieux de santé, finalement. On parle depuis le début de la pérédance. Tu veux dire quelque chose peut-être, Alice? Oui. Parce que j'ai une expérience un peu similaire, du coup je trouve ça drôle en fait. Enfin drôle, c'est pas drôle du tout, mais ça vient vraiment en parallèle quoi. J'ai une fois, ou plutôt au début, il y a peut-être un an et demi, je participe à une réunion en visio, un truc qui s'appelle la plage, la plateforme de je sais pas quoi, en gros pour permettre aux patients de moins de 18 ans d'accéder aux soins à plus de 18 ans de manière simple. Donc il y avait des psychiatres, il y avait toute une réunion d'un staff, que moi je connaissais personne dans ce staff, et j'assiste à la visio, et du coup je me présente en tant que Alice Lafitte, médiatrice de santé père, et là il y a une psychiatre qui dit je comprends pas pourquoi il y a une patiente dans la réunion. Et heureusement, parce que moi je sais pas comment j'aurais réagi seule, mais heureusement il y avait mon chef à côté de moi qui l'a recadré direct en disant c'est pas une patiente, c'est une soignante, elle fait partie de l'équipe, et voilà. Et du coup, ça, voilà. Mais pas évident non plus en psychiatrie que d'être... Non, je me doute, ça devait être très choquant, mais c'est aussi beau de voir qu'il y ait des gens qui sont là pour prendre notre défense et être conscients de la problématique. Donc c'est triste, mais c'est beau le geste de ton boss. Ouais. Je trouve ça très chouette de nous rappeler qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes. Non, c'est celles qui se font le plus remarquer, mais il y en a des biens. Non, c'est sûr. Tu as une question. Il y a une question d'assistance. Oui, merci. Alors, j'ai effectivement eu une question et je me suis fait voir parce que je pense que c'était le bon moment de la poser justement, particulièrement à toi, Alice. Comment s'est passée justement l'intégration dans l'équipe de professionnels de santé, on va dire? Est-ce que tu as été tout de suite considérée comme une collègue, ou est-ce que il a fallu du temps, ou est-ce que c'est toujours pas installé et que tu restes quand même avec l'étiquette patient, bon certes diplômé, mais avec une certaine distance. Quelle est ton expérience là-dessus? Je pense que j'ai beaucoup de chance et que c'est pas forcément représentatif, cette chance.
Je travaille dans un centre de rétablissement, donc un centre de réhabilitation psychosociale qui est donc orienté rétablissement, qui accompagne des personnes ayant des troubles psychiques vers leur projet et qui est, on va dire, vraiment à la pointe de ce que peut faire la psychiatrie. Et du coup, j'ai des collègues qui ont été formés, préparés à ma venue, à mon arrivée, qui s'étaient beaucoup remis en question déjà en amont sur leur posture, sur plein de choses, sur la manière qu'ils avaient de considérer et d'accompagner leurs usagers. Et du coup, ça s'est vraiment bien passé dans l'équipe. Peut-être une ou deux personnes qui au début me voyaient plus comme une stagiaire que comme vraiment un membre de l'équipe, mais ça s'est décanté avec le temps. C'était plus compliqué avec le reste des autres unités de la Colombière, quoi, et même en dehors, parce que j'anime pas mal de formations. Je fais partie de l'équipe de formation du centre où je travaille. Du coup, on part à Sète, à Béziers, à Uzès, dans plein d'endroits pour former des équipes à l'approche rétablissement. Donc là-bas, je me heurte à plus d'incompréhension parfois, mais j'ai eu beaucoup de chance dans l'équipe où je suis. Ouais. Si je peux me permettre, au-delà du champ de la pérédance, moi, il m'arrive la même chose. En fait, je suis chargée de projet et l'entreprise dans laquelle je travaille loue des locaux dans un très grand centre de rééducation fonctionnelle. Et il a fallu bien 1 an pour qu'on m'identifie comme professionnelle de cette entreprise et non pas en tant que patiente. C'est-à-dire que j'ai déjà eu un kiné qui m'a dit mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire là, montez dans votre chambre, il est 18h passé. Puis là je le regarde, je dis ouais, je suis là depuis 9h, j'ai fait 9h 18h et je sors du boulot. Et voilà, donc voilà, je pense que c'est au-delà de la pérédance, quand on travaille dans un environnement avec des professionnels de santé qui ont un lien avec le handicap qui nous concerne, je pense que c'est pas simple. Alors, je ne sais pas si on a droit à plusieurs questions. Oui, je ne veux pas monopoliser, bien sûr, mais tout à l'heure, sur le sujet de la formation, une question vous a été posée juste sur la bonne distance, enfin, en tout cas, par rapport à sa propre situation. Effectivement, ça peut avoir un écho particulier, j'imagine. Et est-ce que, justement, ça faisait partie de la formation, enfin, d'un aspect de la formation, de prendre cette distance, ne pas tout ramener à sa propre expérience et je poursuivrai avec une autre question, comme ça, après, vous serez tranquille. Faut-il forcément être formé pour être père aidant? Je pense que voilà, nous sommes plusieurs à avoir cette envie, mais je pense qu'il probablement faut plus que l'envie. Il faut plus qu'une expérience de personnes en situation de handicap pour dans ce cas aujourd'hui. Et donc, quel est votre avis, vous qui êtes tous les deux formés? Est-ce que c'est absolument à faire? Est-ce que ça devrait être même obligatoire, je veux dire, avant de se lancer dans ce type d'échange? Voilà. Merci. Alors, pour ma part, ce qui m'a énormément apporté, ce sont les stages que j'ai faits. Donc j'ai fait ce stage à la CRAMIF et j'en ai fait un autre aux Invalides. Je voulais surtout pas aller dans le centre de rééducation que je connais par cœur, où j'ai été professionnelle de santé, où mes enfants sont suivis, où j'ai été suivie et où je travaille. Enfin, c'était pas possible. Donc et là, en effet, d'ailleurs, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la posture en pérédance. Et je pense que ce qui est important, c'est ça. Après, c'est un avis personnel, hein, c'est juste d'avoir la bonne posture et d'être là à l'écoute de l'autre et ne pas partager son expérience à soi. Je pense que c'est vraiment l'essentiel. Et puis, comme je disais tout à l'heure, se tenir au courant aussi de toutes les innovations, qu'elles soient politiques, sociales, techniques, pour pouvoir apporter une réponse à une personne qui nous sollicite spécifiquement dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'il y a besoin de formation? Alors clairement, ce n'est pas la formation, c'est pas les cours qui m'ont apporté quelque chose. Et je pense que moi non plus, pas trop. Même si ça m'a apporté des éclairages, ça m'a fait prendre du recul, ça m'a appris plein de choses sur les différents types de troubles psychiques
sur l'histoire de la psychiatrie, l'histoire de cette approche orientée rétablissement. Mais c'est vraiment le fait de travailler au quotidien avec d'autres personnes et de prendre petit à petit cette posture-là, qui je pense est vraiment fondamentale. Et du coup, il y a des personnes, je le vois dans l'association, j'ai fait une petite formation en interne dans l'association pour les personnes qui souhaitaient devenir père aidant bénévole et aider dans l'association, dans l'animation de groupes d'entraide et tout ça. Et en fait, il y a des personnes qui naturellement ont la bonne posture et naturellement sont des super aidants. Et voilà, mais après, la formation, ça peut toujours être un plus quand même, quoi. Je ne suis pas là en train de cracher sur la formation que j'ai faite, au contraire. Mais voilà. Et par rapport au rapport à ce qu'on dit de soi et tout ça, c'est quelque chose que j'ai vu en formation, qui m'a un peu apporté de réfléchir là-dessus. En psychiatrie, on appelle ça le dévoilement de soi, quand on raconte des choses de sa vie perso. C'est quelque chose que les soignants également apprennent surtout à ne pas faire, à ne pas parler d'eux. Et que dans le cas d'un père aidant, la question se pose. Comment est-ce que quand on est amené à peut-être parler de soi, comment on le fait ? Et du coup, les conseils qui étaient donnés, c'était de surtout pas le faire n'importe comment, pas l'improviser parce qu'on a envie d'un coup de dire « Ah bah moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça ». Mais de le faire de manière vraiment réfléchie, avec toujours un retour vers la personne après j'ai parlé de ça parce que je pensais que ça pouvait t'apporter quelque chose. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose ? Et toi, et toi, et toi. Mais en fait, c'est quelque chose qui, quand on a intégré qu'on n'est pas là pour témoigner de son parcours et de son histoire, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. On est là, en effet, plus pour écouter et pour échanger, en fait, que pour spécifiquement parler de soi. Alors, je n'ai pas précisé, mais moi, il s'agissait de la première année de DU. Donc, on a un petit peu essuyé les plâtres, donc j'imagine que c'est beaucoup mieux maintenant. Mais cette première année, oui, c'était un petit peu particulière. Et elle était très centrée éducation thérapeutique du patient aussi. Voilà, donc ça explique aussi... Voilà, on était, moi, ces postures m'a interrogée, de créer des ateliers où on fait participer, là en l'occurrence, des patients, et où ça fait un petit peu cours magistral quand même. Et moi, ça m'a un petit peu gênée, parce que j'étais plus dans le partage d'expériences, et il n'y avait pas beaucoup de place au partage d'expériences sur les ateliers d'ETP. Puis... dans le cadre de la formation aussi, j'ai peu nous expliquer, elles disent que dans le cadre de VAE, de validation d'acquis, l'expérience bénévole était prise en compte, où ça montre bien aussi qu'en fait, ce qui a réellement du poids, c'est de faire la pérénance avec des personnes et avancer avec eux. Je voulais passer à un autre sujet, mais finalement, tu m'as fait penser à une question, Catel. C'est quoi la différence entre la pérénance et l'éducation thérapeutique ? Quels sont les liens qu'il peut y avoir entre les deux ? Alors, l'éducation thérapeutique du patient, en fait, on va lui apporter des connaissances spécifiques sur les problématiques qu'il peut rencontrer en lien avec son handicap. Voilà. Donc, et souvent d'ailleurs, alors on va l'appeler l'ETP pour éducation thérapeutique du patient, mais ça ira plus vite. Les ateliers d'ETP sont proposés souvent par des professionnels de santé. De plus en plus, ils font intervenir, enfin pareil dans le champ du handicap moteur, un ancien patient pour témoigner. Mais on n'est pas vraiment dans le partage d'expérience. Alors, c'est quoi le partage d'expérience ? Alors, je vais vous parler des réseaux sociaux. Il y a une association qui s'appelle Grandiose. Et on est vraiment là complètement dans le partage d'expérience. Parce que on va poser une question sur sa problématique. Et là, les pairs vont commencer à interagir avec la personne qui a posé la question, mais aussi avec sous les réponses d'autres personnes. Et voilà, là on est dans de l'entraide spontanée entre personnes concernées. Et là, il y a rarement des professionnels qui interviennent. Ou alors sur des sujets hyper spécifiques et plus techno sur une fonction de fauteuil roulant ou des choses comme ça.
C'est pareil pour toi, Alice, dans le cadre du handicap psy, est-ce qu'il y a cette différence? Oui, oui, oui. L'éducation thérapeutique du patient, c'est ce qu'a décrit Catel. Et c'est vrai que on garde. J'ai eu des cours d'éducation thérapeutique du patient dans ma formation. On a eu 40 heures, je crois, de TP quand même. Bon, je me suis pas mal endormie pendant ces 40 heures, mais moi, la sensation, je fais pas du tout de TP dans ma pratique quotidienne, et la sensation que j'en ai, sans trop connaître du coup, parce que j'aimais pratiquer, mais qu'il y a quand même, on garde le côté, il y a des apprenants et quelqu'un qui est là pour enseigner quelque chose, pour faire passer des connaissances, et on se sert pas plus que ça. C'est pas le but de se servir des connaissances des personnes et de partir des connaissances des personnes, à ce qui me semble. Depuis le début, on a beaucoup parlé de la pérénance, mais surtout de ce qui est autour. En fait, les études, est-ce qu'il y a de la formation? Comment ça se passe dans le milieu professionnel? Et moi, j'aimerais aller plus dans le concret. Et c'est quoi la pérénance? Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme un échange de psy? Est-ce que c'est des réunions régulières? Comment ça se fait concrètement entre deux personnes? Parce que je suppose qu'il faut au minimum 2 personnes, et peut-être que ça peut être plus. Je ne sais pas du tout. Alors, je sais pas si je distingue entre ma pratique professionnelle de père aidante et mes expériences bénévoles. En fait, il n'y a pas tant de différence que ça. Sauf que dans ma pratique, je suis plus souvent en individuel avec une personne. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? En fait, c'est quand la personne a un besoin d'échanger sur une problématique précise, qui est souvent liée, donc, dans le parcours de psychiatrie, à une forte auto-stigmatisation, du coup, des difficultés à vraiment se considérer et se reconstruire en tant que personne. Et du coup des blocages par rapport à ça, des difficultés je sais pas, on va dire, à assumer l'étiquette du diagnostic qu'on lui a posé sur le front, à comprendre pourquoi, à avoir parfois aussi du mal à reconstruire du lien social avec les autres de manière générale, ou parfois voilà, dans les relations affectives, dans les relations aux proches, à la famille. Enfin, il y a plein de questions en fait qui peuvent s'échanger dans un entretien dans un entretien de père aidance. Et l'idée, et puis aussi parler, souvent ça m'est arrivé de parler du vécu des hospitalisations, des potentiels traumatismes qui peuvent rester de différentes expériences de contraintes. Et tous ces sujets-là font des entretiens toujours très riches et très, très complexes. Alors moi, dans mon expérience, du coup, moi c'est bénévole, donc c'est différent. En fait, soit c'est formel et donc plus structuré quand quelqu'un me sollicite spécifiquement sur une question. Ou alors, quand j'interviens bénévolement pour une association, là actuellement, par exemple, j'accompagne un couple dont l'homme est devenu tétraplégique, était très sportif, et voilà. Et donc, on me dit, tiens, ce serait bien que toi tu l'accompagnes. Donc là, c'est plus structuré, et il y a un accompagnement plus long. Et autrement, c'est vraiment ce que j'appelle la pérémulation. La pérémulation, c'est je suis arrivée tout à l'heure et j'ai rencontré une personne qui est dans cette salle, qui a un fauteuil électrique. Et moi, j'ai fait un test de fauteuil électrique et on a commencé à échanger sur ce sujet et sur ce que ça impliquait pour la conduite en voiture. Donc, moi, j'ai appris des choses de façon informelle. On n'avait pas rendez-vous pour en parler. Donc, il y a ces 2 types d'échanges. Oui, tu nous donnais l'exemple aussi d'une personne qui prenait le train et qui donnait un conseil sur un trajet, que tu pouvais faire un trajet plutôt qu'un autre. C'est ça. Alors moi, dans mon travail, c'est-à-dire au niveau professionnel, je sollicite des usagers pour des tests d'usage et des usages cliniques, tout ça. Ce qui fait que ce sont des personnes ensuite en situation de handicap que je vais rencontrer dans la vie quotidienne. Donc là, je rencontre un des usagers, une femme,
Et voilà, on reste discuter. Et là, on parle des trajets parce qu'elle part au Japon. Donc, je dis, tu pars au Japon, alors comment tu fais? Déjà, tu prends l'avion à Paris. Moi, c'est la galère quand je vais à Paris, quand je pars de Bretagne. Et donc, elle m'apprend, sans que je lui ai demandé, du coup, qu'il y a un trajet beaucoup plus simple que celui que je fais actuellement. Donc ça, en effet, c'est informel. Et moi, mais ça va me changer la vie, totalement. Non, c'est simple. Est-ce que ça doit venir forcément d'une personne? Est-ce que ça doit venir d'elle? Ou est-ce que ça peut lui être imposé, entre guillemets? Je pense pas que ça puisse lui être imposé. Enfin, quelqu'un qui n'a... Voilà, j'ai un exemple un peu concret, peut-être, pour illustrer ça. C'est juste que quand c'est imposé, ça marche pas, en fait. Parce que une fois, il y a donc un usager du centre où je travaille qui... La personne, son accompagnant, était en difficulté depuis longtemps. Une personne donc, qui souffre de dépression depuis longtemps, et puis ça va toujours pas, et puis il n'arrive pas à formuler de projet, et du coup la personne a du mal à l'accompagner dans ses projets. Et il m'a sollicité, et j'ai dit d'accord, ok, pourquoi pas, je vais essayer de discuter. Mais en fait, la personne n'avait visiblement pas très envie d'être là. Et j'ai sorti les rames pendant une demi-heure, 1 heure, et puis c'était pas un échange, c'était moi qui essayais de dire des trucs complètement au pif, alors qu'en plus je suis pas concernée par la dépression, donc je sortais les rames, et je pense que j'ai été complètement inutile, et lui et moi, on a vraiment perdu 1 heure, quoi. Alors moi, ça m'est arrivé aussi, et de la même façon, c'est quand c'est une autre personne qui va m'adresser. Enfin, c'est comme si on adressait un membre de sa famille à un psy, quoi. Et là, c'est... Voilà. Donc, on m'amène, on me dit, tiens, ce serait bien, il y a un tel qui aimerait te rencontrer, ok. Puis, justement, il a cette problématique-là, et puis, il voudrait en parler avec toi. Je dis, bah, ok, j'ai un moment, super, on va boire un café. Et puis, finalement, je parle avec... Enfin, c'est l'aidant qui parle. Donc, qui me pose des questions, je réponds, et puis là, je regarde la personne concernée, je dis, mais du coup, et toi, t'as envie de quoi? Et la personne, c'est pareil, elle a pas envie, en fait. Et là, en l'occurrence, c'était une personne qui était très bien dans ce qu'elle ne faisait pas, ce qu'elle n'avait pas envie de faire, et puis son aidante qui voulait absolument que cette personne fasse du sport, sorte, passe son permis. Je dis, oui, enfin, après, voilà, c'est l'envie de la personne de le faire ou pas. Je veux dire, je n'ai pas à intervenir là-dedans, quoi. Je ne suis pas là pour motiver quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas envie. La jonction aller mieux, de suite, vite. On arrive gentiment à la fin de cette conférence. On comprend que la périodance, il y a beaucoup de choses en construction. Ça peut être très divers et varié, où chacun voit la périodance à sa façon. Certains l'appellent pérémulation, mais en tout cas, on ne peut pas s'improviser pérédant. Il faut quand même avoir un recul, il faut avoir une expérience. Et on se rend compte aussi que ça peut être sur des moments très informels, comme tu viens de nous décrire, Catel. Moi, j'ai envie de finir sur une question un peu différente de d'habitude. Est-ce que vous pensez que ces moments, ces conférences que l'on fait à Dear White People, ça peut être considéré comme des moments de pérédance? Je pense que oui, de pérédance complètement bénévole, et dans tout l'intérêt qu'ont tous ces moments-là, et tous ces moments informels dont parlait Catel, et la conversation qu'a eu Catel avant de commencer la conférence, et les conversations qu'on aura, j'espère, après. Et puis voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour moi la pérédance, c'est en effet de l'entraide entre personnes concernées, mais c'est aussi, ça rentre dans tout un champ qui est de la reprise de la parole des personnes concernées, la reprise de pouvoir sur soi-même, sur son parcours. Et du coup, ça va également dans la sensibilisation au grand public, dans la sensibilisation auprès des proches, auprès de tout le monde, en fait. Et du coup, c'est... Voilà. Moi, je dirais qu'il y a 2 aspects. Il y a le côté podcast qui est aussi informatif, qui est une ouverture pour des personnes concernées qui ne connaissent pas. Là, en l'occurrence, le sujet de la pérédance, mais ça peut être d'autres sujets. Et puis, il y a la rencontre réelle, en vrai. Là, on est tous ensemble, et puis on va échanger ensemble.
Et là, il y aura certainement plein de moments de pérémulation. Mais voilà, je pense qu'il y a deux... c'est complémentaire, en fait. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été présentes ce soir et merci au public d'avoir été présent. Vous pourrez retrouver l'épisode en podcast sur Spotify, Deezer et sur le site de Radio FM+, qui nous accompagne depuis le début. Et nous, on se retrouve le mois prochain, le 12 novembre à 18h à la Gazette Café, cette fois-ci, pour parler du sujet de l'aidant après la pérédance. Ça nous semble logique. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Dear Valide. people.